Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. Bon, autant dire que j'ai énormément de retard puisqu'à force d'accumuler mes lectures, la flemme a fini par reprendre le dessus. J'essaye donc de profiter de cette période de confinement pour me mettre à jour tout en essayant de vous divertir au mieux. C'est toujours l'occasion de vous faire découvrir certaines séries ou bien vous donner envie de leur donner une chance. Mis à part ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip en regardant quelques petites pubs. Les liens sont toujours disponibles en description. Bref, comme toujours, il y a du lourd au programme, donc je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode. Vous pouvez skipper des mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour éviter d'éventuels spoils, car ça reste des reviews de nouveaux tomes. Il y a donc forcément du spoil, hormis pour les nouvelles séries. Les mangas sont toujours classés par éditeur. Et on commence cette série de reviews avec les éditions Meian, et donc les tomes 31 à 34 de Kingdom. Je vous ai prévenu que j'avais un peu de retard, pour vous dire, je n'ai pas encore reçu les tomes suivants, et vu la situation actuelle, j'imagine que ça va encore attendre un peu. Mais retenons le positif, puisque ces 4 tomes viennent conclure l'arc de la coalition qui reste toujours à l'heure actuelle mon arc favori du manga. Faites attention aux spoils si vous n'êtes pas aussi avancé dans le manga. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le charisme de Heisei, si certains doutaient encore de lui au vu du rôle si important qu'il tient au sein du manga, mais surtout au sein du royaume de Qin. Là, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Parce qu'un roi qui vient défendre son peuple sur le front afin de regalvaniser tout un peuple de par sa prestance, c'est d'une classe. Croyez-moi, si c'était Heisei qui nous faisait les déclarations aux 20h, tout le monde respecterait le confinement. Bref, plus sérieusement, je pourrais parler longuement de Kingdom tant il se passe des choses marquantes à chaque tome, mais le format me contraint à faire court. Je retiendrai donc aussi la classe de Yotanwa qui n'a pas hésité une seule seconde à venir au secours de Qin, ou encore comme toujours le courage admirable de Shin face à Uken, donnant lieu à des chapitres légendaires qui viennent mettre un terme à un arc fantastique de la meilleure des manières qui soit. Je suis également ravi de voir que l'on arrive déjà à l'arc centré sur le background de Kyukai. On revient sur ses origines pour qu'elle se débarrasse de ses tourments et de tous les fardeaux qu'elle porte sur ses épaules. Et enfin, sans oublier les remises des récompenses en fin d'arc qui sont toujours agréables à suivre, elles me rappellent même les transitions dans One Piece avec les fameuses hausses de primes. On reste avec les éditions Meian avec une petite découverte, puisque j'ai décidé de vous parler des 2 premiers volumes d'Angolmois, une série signée Nanaiko Tagaki compilée en 10 volumes. En France, les 3 premiers tomes sont déjà disponibles. Voilà de quoi ça cause. Jinzaburo Kushii, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima, où il est chargé par la fille du gouverneur Terui de défendre l'île des Mongols. Mais au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ils doivent donc tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan So, Sukekuni et son fils Umajiro se font tuer. Alors que tous s'étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. A noter qu'une adaptation animée de 12 épisodes réalisée par le studio Naz est également disponible. Bon, pour le coup, ils n'ont vraiment pas choisi le meilleur nom de studio, et je n'ai pas vu l'anime donc je ne sais absolument pas s'il vaut le coup ou non. En tout cas, j'ai commencé le manga et je peux vous dire que j'ai plutôt bien apprécié. Vous l'avez compris, cette fois-ci direction la Mongolie pour suivre de nouvelles péripéties centrées sur le thème de la guerre. Et pour le coup, bien que ça sonne peut-être comme la série de trop sur le genre pour certains, j'ai au contraire apprécié le fait que l'on se focalise sur un pays dont je ne connais rien au final. De ce fait, j'ai trouvé assez plaisant de suivre l'histoire de la Mongolie, même si j'imagine qu'elle est forcément un peu revisitée pour le manga. L'auteur sait nous poser le contexte de manière relativement efficace et très immersive. Je porte encore quelques réserves sur la suite lorsque de plus grandes batailles entreront en jeu, mais pour le moment c'est validé pour ma part. On finit avec les éditions Meian par le 3e volume de Baltzar, La guerre dans le sang. Alors j'avais assez bien apprécié les 2 premiers, mais en revanche, un peu moins celui-ci. Bon, je pense surtout que c'est dû à mon contexte de lecture, puisque c'est le dernier des 3 que j'ai lu. Forcément, quand t'enchaînes la lecture de 3 séries portant sur la guerre, ça aide pas. Mis à part ça, je n'enlève rien aux qualités évidentes de ce manga que j'avais mis en avant il y a quelques mois. Ça reste toujours aussi sympa à suivre, bien que le contexte se situant en Occident me parle moins, car j'ai toujours eu une préférence pour les récits historiques basés sur des faits réels dans des contextes que je ne connais pas forcément, avec souvent une petite référence pour l'Asie et donc l'Orient. Malgré tout, ce 3e opus se révèle aussi intense et complexe à suivre que les 2 premiers, de par la centralisation plus prononcée sur la politique et ses nombreux complots. Les personnages et plus particulièrement Bernd Baltzar se montrent très intéressants non pas seulement dans leur prise de décision, mais surtout dans leur dialogue. C'est d'ailleurs un point qui ne m'avait pas spécialement interpellé plus que ça lors de ma première lecture, et pourtant il s'agit peut-être du plus gros point fort du manga. Place à du manga français avec le tome 13 de l'excellent Radiant disponible chez les éditions Ankama. Comme toujours, chaque volume est un sans faute et un réel plaisir à lire. Au-delà de faire avancer l'intrigue, ce dernier apporte également davantage de profondeur à certains personnages. Je fais principalement référence au protagoniste, que ce soit Seth qui est toujours rongé par la culpabilité d'ôter la vie à autrui, bien qu'il s'agisse de son ennemi et d'une pourriture de la pire espèce,
Je trouve le propos assez intéressant car il fait écho à la mise en garde que lui avait faite Alama. Quelle légitimité y a-t-il à les combattre si dans les faits tu ne vaux pas mieux qu'eux? Cela nous montre que malgré son bon fond, Seth sera toujours perçu comme un être repoussant dû à son affection, et j'ai justement hâte de voir comment il parviendra à faire changer les mentalités. De l'autre côté, on en apprend enfin un peu plus sur les origines de Mélie, et j'ai vraiment trouvé son histoire touchante, on comprend un peu mieux le traumatisme qu'elle porte en elle, et je suis content de voir Tony Valent nous pondre aussi bien d'excellents personnages masculins que féminins. Bref, on a également atteint le 100e chapitre, mine de rien ça avance assez vite pour un manga français et c'est plutôt cool. On passe aux éditions Akata histoire de vous présenter deux petites nouveautés fortement sympathiques. La première d'entre elles étant Samurai Comeback, une série de Tsuru Moriyama qui est donc actuellement en cours de parution en France mais qui s'était conclue en un total de 5 volumes au Japon en 2003. Voici donc de quoi ça cause. Qui n'a pas entendu parler du fameux Shisengumi, la terrible faction des samouraïs nationalistes? Mais quand ces 4 membres les plus éminents sont téléportés dans le Kyoto contemporain, rien ne va plus. Où est donc passé ce Japon rempli de valeurs qu'ils aiment tant? D'abord perdus, ces célèbres guerriers virils vont reprendre leur esprit. Pourtant, une question demeure. Réussiront-ils à redresser leur pays en pleine décadence? Rien n'est moins sûr. Eh bien, ce premier tome a plutôt fait une bonne impression, sans pour autant me mettre une réelle claque. Un titre qui a totalement sa place dans la collection What the Fuck des éditions Akata, tant l'auteur essaye de proposer quelque chose d'un peu original, et non pas tant dans la forme mais bien dans sa volonté de narrer des événements historiques tout en y incluant le facteur temporel. De ce fait, on suit des samouraïs de légende qui ont écrit l'histoire du Japon, mais qui se retrouvent projetés 150 ans plus tard dans le futur. Un futur qui ne ressemble quasiment en rien au Japon qu'ils connaissent, et c'est justement ce point qui rend la lecture de ce manga très divertissante. Les protagonistes découvrent justement qu'ils sont devenus de véritables légendes dont l'histoire est racontée de génération en génération. C'est assez marrant, autant dire qu'ils ont véritablement traversé l'histoire pour le coup. Donc voilà, une série courte qui plus est, on peut donc s'attendre à un bon divertissement qui ne s'étalera pas inutilement on va dire, donc voilà, c'est validé pour ma part aussi. On reste chez les éditions Akata pour parler d'une autre nouveauté qui avait attiré mon attention dès sa sortie, En proie au silence de Akane Torikai, une série compilée en 8 volumes au Japon qui raconte l'histoire de Mizuru, qui exerce ce que certains appellent le plus beau métier du monde. Mais entre le désintérêt de ses élèves et surtout la blessure qu'elle porte en elle, la jeune femme essaye tant bien que mal de mener son existence la tête haute. Hélas, quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec Aya Fuji, son petit ami de longue date, le quotidien de cette professeure vacille pour atteindre, peut-être, un point de non-retour. Pourra-t-elle trouver son équilibre dans une société si foncièrement inégale et injuste? Alors tout d'abord, je préfère prévenir qu'il s'agit là d'un manga qui ne parlera pas forcément à tout le monde, puisque les thématiques abordées se révèlent assez dures. On parle de sexisme, de traumatisme profond, de l'équité homme-femme, et donc de la place de la femme dans la société. On suit une protagoniste qui doit choisir entre le fait d'essayer d'oublier un traumatisme passé, qui lui a fait perdre confiance en elle, ainsi qu'en autrui en fait, ou bien justement en parler afin d'essayer de se reconstruire et d'aller de l'avant. Une lecture qui s'annonce déjà très intéressante car elle a pour ambition d'émettre des réflexions sur des sujets qui le sont tout autant, ajouter à cela un style de dessin assez épuré pour rendre le tout moins pesant pour le lecteur malgré les sujets abordés, c'est clairement une série que je vous recommande. On enchaîne avec le 9ème tome d'Happiness chez les éditions Pika. Et oui, c'est déjà l'avant-dernier tome d'une série dont le rythme n'aura affaibli à aucun moment. Je n'attends plus que la conclusion pour venir mettre un terme à cette fantastique série qui n'aura jamais cessé de me surprendre. Comme toujours à chaque nouveau volume, je me demande si Shuzo Oshimi va réussir à creuser encore plus loin dans la folie de son récit et de ses personnages, et comme toujours, il atteint des niveaux invraisemblables. C'est très certainement le tome de la série qui m'a le plus coupé le souffle, car voir des personnages auxquels tu t'es attaché prendre aussi cher, forcément si t'as un minimum d'empathie et de compassion, cela ne peut que te toucher. C'est à se demander si on aura forcément droit à un happy end malgré le titre du manga qui fait écho au bonheur. Cela ne m'étonnerait même pas que Shuzo Oshimi opte pour un choix contradictoire afin de mieux nous prouver qu'il nous mène en bateau depuis le début en fait. Bon, j'évite volontairement de ne pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment un manga qui me plaît toujours autant, une valeur sûre. On approche de la fin de cette vidéo, et il est désormais temps de faire le point sur le 12e opus de The Promised Neverland, du côté des éditions Kazé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la série a le mérite de ne laisser aucun temps mort, tout en permettant à l'histoire d'avancer, de quoi rendre la lecture toujours aussi divertissante. Le début de ce nouvel arc est déjà assez mouvementé, puisqu'entre des phases d'action se glissent quelques révélations, permettant de creuser un peu plus l'intrigue principale. J'aime beaucoup l'esprit de découverte que dégage cet arc, on suit nos héros dans leurs nouvelles aventures, on découvre de nouveaux horizons et différents paysages à leur côté, mais quand on se rapproche de la vérité autour de quelques mystères, la réalité les rattrape afin de laisser place à de l'action. Un mélange toujours aussi efficace sur lequel The Promised Neverland s'appuie davantage depuis quelques tomes, et enfin que dire de ce cliffhanger de fin avec Yugo et Luca qui sont déjà prêts à se sacrifier pour sauver l'avenir des enfants, c'est beau. Toujours du côté des éditions Kazé, on enchaîne avec un peu d'espoir histoire de changer, et quoi de mieux que de vous parler du 19e volume de Rikudo. Plus ça avance et plus cette série se dirige vers un véritable sans faute, puisque je vous rappelle qu'elle s'est conclue en 23 tomes au Japon. On suit un Riku qui se rapproche plus que jamais de ses objectifs, et comme si cela n'était déjà pas assez difficile de se concentrer sur la boxe, certains tourments de sa vie sociale refont surface. Notamment un soudain intérêt de sa mère gravement malade qui a longtemps délaissé son fils, sa notoriété a fini par l'atteindre et j'ai hâte de voir comment leur relation évoluera par la suite. Mis à part ça, si ce volume se concentre grandement sur les aspects plus sociaux du manga, il n'en oublie pas pour autant la boxe, avec le début d'un match qui restera forcément dans la légende.
J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur prenne le soin de revenir sur les motivations des deux boxeurs, que sont Riku et Kaede. Ça rajoute toujours plus d'enjeux à un combat déjà très crucial de base pour leur carrière respective. Un vrai plaisir à suivre et Toshimitsu Matsubara n'a décidément plus rien à prouver. Et enfin, pour conclure cette vidéo, on garde le meilleur pour la fin puisque l'on va causer de JoJo's Bizarre Adventure et donc plus précisément du 16e volume de Jojo Lion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Hirohiko Araki a le don pour tenir en haleine ses lecteurs en les laissant dans le flou total. À chaque fois qu'il y a un nouveau stand, c'est quasiment toujours la même recette au niveau des procédés utilisés, mais pourtant ça fonctionne toujours sur moi. Ça me fascinera constamment de prendre connaissance d'un stand en même temps que les protagonistes qui subissent une attaque. C'est toute une réflexion qui se met en place, on réfléchit, on analyse, on passe par plein d'émotions différentes tout en gardant cette superbe atmosphère remplie de mystères. Parce que le stand qu'ils font sur sa cible, peu importe les obstacles et quoi qu'il en coûte, c'était bien angoissant et ça avait même des penchants dans le genre horreur. Les années passent, mais Araki continue de nous surprendre avec des stands toujours plus originaux les uns que les autres. Cela dit, je me demande toujours qui est le véritable antagoniste de cette 8ème partie, car même si je soupçonne Jobin, dont une partie de son flashback nous a été révélée dans ce tome, je n'en suis pas encore persuadé. Suite à cela, plusieurs révélations nous sont faites, permettant de lever encore un peu plus le voile sur le mystère du fruit Rokakaka et de l'organisation qui s'en occupe, mais cela ne nous empêche pas de nous poser encore et encore une multitude de questions. Bref, cette 8ème partie ne cesse de monter en puissance et ce n'est pas pour me déplaire. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役